Dans l'actualité de ce 28 septembre, qui de l'ancienne génération ou de la nouvelle génération ne connaît pas ou n'a pas connu Simon Compaoré? Peut-être un nombre insignifiant tant l'homme politique a fait parler de lui depuis ces 30 dernières années. Simon, le secrétaire général du CDP, Simon, le député, le maire, le ministre d'État, le président du MPP ou encore Simon, le président d'honneur du MPP, c'est le poste qu'il occupe maintenant. Vous le savez sans doute, Simon Compaoré a rendu le tablier de la présidence du MPP. Il dit passer la main à une génération beaucoup plus jeune. Dans ce journal, nous faisons un comeback sur la carrière de celui qui aura passé 46 ans de sa vie à faire de la politique. À la veille de la rentrée officielle des classes, la Ligue des consommateurs hausse le ton pour dénoncer la situation de la vie chère. Elle parle du coût très élevé des frais de scolarité, un contexte aggravé déjà par la flambée généralisée des produits de grande consommation. L'huile, le riz, le maïs, tout aurait augmenté de manière vertigineuse, dénonce l'organisation. En juillet dernier, le gouvernement avait annoncé une série de mesures pour faire face à la situation, des mesures qui n'ont eu aucun impact selon la Ligue des consommateurs. Vous l'entendrez. Et puis, la 11e édition du camp de jeunesse de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, a refermé ses portes ce week-end à Lombila après 5 jours d'intenses activités durant lesquelles les campeurs ont passé au crible, c'est le mot qu'il faut utiliser, la gouvernance, le pouvoir en place. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Elles sont sans doute les images marquantes de cette fin de week-end. C'était ce dimanche. Simon Compaoré, c'est dans le fauteuil du président du MPP, Abala Alassane Sakandé. La fin peut-être de plus de 40 années de vie politique active. L'emblématique maire de Ouagadougou aura marqué de son empreinte la vie politique burkinabé. On se souviendra toujours de ses coups de maître, mais aussi de ses coups d'éclat. L'homme aux phrases et aux formules de campagne mythiques a décidé de laisser la place à la génération montante. Retour ce soir sur ce qu'on peut appeler la carrière d'homme politique de l'ex-chef de la majorité. Portrait signé Benjamin Kwame. Simon Compaoré, l'intrépide. Il y a beaucoup à dire sur ce personnage public né en 1952. Sa vie politique démarre clairement en 1975 alors qu'il était étudiant. C'est à Dijon en France que la connexion du militantisme va se créer. Lui qui, avec certains camarades, seront façonnés par la lecture et les joutes oratoires. C'est à cette époque qu'il se rapproche de Roch-Marc Christian Kaboré, également étudiant dans cette ville de l'Est de la France. Combattre l'injustice, c'est ce qui a emmené Simon Compaoré également en politique. Ce militantisme engagé a conduit ce fils de pasteur à intégrer l'équipe du CDP avec Blaise Compaoré, après le coup d'État contre Thomas Sankara en 1987. Dans la foulée, Simon Compaoré est promu directeur du cabinet de Blaise Compaoré. C'est donc un politicien expérimenté qu'il est élu maire de Ouagadougou en 1995. Il n'est alors pas rare de le voir en première ligne des opérations de déguerpissement ou des campagnes de lutte contre les chiens errants. Une opération qui a donné une fière allure à la capitale burkinabé. Son mandat prendra fin le 3 janvier 2012. J'essaie de me reposer pour récupérer un peu parce que j'ai 32 ans de service et je n'ai été que pendant 2 semaines en congé pendant les 32 ans de service. À 2 reprises, Simon Compaoré est élu député sous la bannière CDP, mais ne siégera pas. J'ai préféré rester maire. Il ne faut pas cumuler les postes, disait-il. En 2014, Roch-Marc Christian Kaboré, Salifou Diallo et Simon Compaoré quittent le CDP en désaccord avec les tentatives de modifier la Constitution pour permettre à Blaise Compaoré de briguer un 3e mandat. Et créé dans la même année le MPP. Passé à tabac en 2011, l'homme aura souffert des affres de l'SRSP. Cet engagement politique nous a valu bien des épreuves. À titre illustratif, toutes les fois que l'ex-RSP a eu des convulsions, j'en ai personnellement fait les frais avec les épisodes d'une extrême violence aux traumatismes multiples et inoubliables. Mais cela n'enlève en rien le personnage turbulent du président par intérim, puis président plein du MPP jusqu'au 2e mandat de Roch Kaboré, mais également ministre en charge
de la sécurité intérieure. Simon est l'homme controversé et coutumier des formules choc. Tranquillos résonne encore dans l'esprit de nombreux Burkinabés. Vous serez protégé. Voilà. Une famille, comme ça, vous serez protégé. C'est s'il estime qu'il a un truc là, il connaît le chemin de la justice. Il n'a qu'à aller vous convoquer à la justice. À 65 ans, il se retire de la présidence de son parti, le MPP, mais réitère encore sa plus grande passion, qu'est la politique. Oui, mon engagement au service de mes camarades, de mes concitoyens en général, fut un grand acte de confiance, d'audace et de sacrifice. À la jeune génération et à ceux qui souhaitent s'engager en politique, celui qui aura consacré 46 ans de sa vie en politique lance ce message. Choisir un métier et bien le faire, quoi qu'il vous en coûte, c'est aller à l'idéal, tout en comprenant le réel, comme nous l'avons fait depuis étudiants. C'est agir et se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve l'univers profond. Dorénavant, président d'honneur du parti du Soleil Levant, l'homme s'en va donc se reposer, mais reste reconnaissant à ses fidèles compagnons, Roch Kaboré et Feu Salifou Diallo. Mes pensées aujourd'hui vont vers Chantal, ton épouse, et les enfants, mais surtout vers toi, mon frère Salif. Repos éternel à toi, cher ami, cher camarade, homme de conviction. Au revoir. Longue vie au mouvement du peuple pour le progrès. Demain, puissions-nous dire Hakuna Matata. Hakuna. Voilà. Et c'est tout naturellement sans lui, sans Simon Compaoré, qu'a repris hier le dialogue politique, un dialogue politique qui devrait s'achever dans un instant. Majorité et opposition au moment où je vous parle sont en conclave. Notre reporter Abdourazak Traoré est sur place. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. C'est un dialogue qui a été dominé par les questions de sécurité, de réconciliation nationale et d'élection. D'un dialogue à un autre, dans la même dynamique et pour des enjeux presque identiques, notamment la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Ce 28 septembre s'est ouverte la première édition du Forum de sensibilisation des jeunes aux vertus du dialogue social. Un exercice initié par le Haut Conseil du dialogue social, objectif inciter la jeunesse à s'impliquer davantage et à prendre toute sa place dans le processus en cours. Abdou Aziz Assaré. Dans un pays en proie à l'insécurité occasionnée par des conflits intercommunautaires, se parler, s'écouter et surtout se comprendre s'impose pour restaurer la paix. C'est ce que pense le Haut Conseil du dialogue social. En initiant ce forum de sensibilisation des jeunes aux vertus du dialogue social, le HCDS veut faciliter l'implémentation de la culture du vivre ensemble dans les relations sociales. Vous savez très bien que sans le dialogue, et beaucoup de choses seront difficiles. Et comme on le dit, même les guerres les plus meurtrières se terminent donc par le dialogue. Il vaut mieux donc inculquer cet esprit donc de dialogue-là à nos jeunes, puisqu'ils sont les plus nombreux au niveau de notre population. Et si l'on veut instaurer un esprit de dialogue de manière globale au niveau du Burkina Faso, il faut que les jeunes soient fortement sensibilisés dans ce sens-là. Environ 300 jeunes prennent part à ce forum de sensibilisation. Ils sont issus des organisations syndicales, des associations et du Conseil national du patronat burkinabé. Durant 2 jours, ils vont se familiariser au concept de la citoyenneté, de la relation entre civisme et développement et en vertu du dialogue social. Nous attendons un ensemble de recommandations qui permettent qu'on avance dans le sens donc, de la promotion du dialogue social. Et j'espère qu'à travers ce forum, ils comprendront la nécessité du dialogue social et reconnaîtront les vertus de ce dialogue social. Afin d'instaurer un esprit de dialogue de façon globale au niveau du Burkina Faso, le ministre en charge de la jeunesse souhaite que ce forum, qui est une première édition, soit dupliqué dans l'ensemble des régions du pays.
On reste avec la jeunesse burkinabé et sa prise de position dans le débat politique, civique, social et professionnel, un ensemble de thèmes au centre de la 11e édition du camp de jeunesse de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse. Pendant 5 jours, plus de 500 jeunes ont planché sur ces enjeux majeurs de la société burkinabé, occasion pour l'ODJ de passer en revue la gouvernance actuelle. Et il faut le dire, les mots choisis sont assez durs. C'est un élément signé Maxime Boudot, Benjamin Kwame. Ils sont 565 jeunes à prendre part à la 11e édition du camp jeunesse de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso. 5 jours durant, ces campeurs ont été outillés sur le civisme, la citoyenneté et la politique responsable. Cela afin de leur permettre de prendre en main leur destin et contribuer à la bonne gouvernance. Au cours de la cérémonie de clôture, les campeurs, à travers le théâtre, ont dénoncé la vie chère, la corruption et la mauvaise gouvernance. L'aggravation de la vie chère et la paupérisation croissante inhérente des masses et surtout de la jeunesse populaire dont le quotidien se résume à la misère, au chômage chronique, à la soif, au manque d'emploi, la restriction, voire l'interdiction de l'orpaillage pour cause d'insécurité, qui n'est qu'un prétexte pour garantir le monopole minier. L'Organisation démocratique de la jeunesse n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur la gestion du pouvoir en place. Pour eux, la dégradation sécuritaire et l'intensification des luttes sociales témoignent de l'incapacité du gouvernement actuel à trouver des solutions aux préoccupations des populations. Regardez l'état du pays, un pays complètement lambeau. Voilà, et je pense que les autorités ont à plusieurs occasions manifesté, affirmé leur impuissance face à la situation actuelle. Vous vous souvenez encore de la réponse du Premier ministre devant l'Assemblée nationale à la question d'un député, à savoir quelle est la stratégie du gouvernement. Il a dit qu'on n'a pas de stratégie. Et sur le terrain, vous voyez que la situation ne fait qu'empirer. Notre pays est vraiment à la croisée des chemins. On est dans une situation extrêmement critique qui menace les fondements de la nation. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, on a plus de 2 millions de Burkinabés qui ont quitté chez eux. Combien d'écoles fermées? Combien de Burkinabés qui savent pas, qui passent la nuit, ne savent pas s'ils vont se réveiller ou pas. Donc, on est dans une situation extrêmement délicate, une crise aiguë. Et d'ajouter que le pouvoir MPP travaille à asphyxier l'esprit critique et à faire fi des crimes économiques et des crimes de sang avec le projet de réconciliation. Elle invite donc les autorités à faire toute la lumière autour du décès de leurs camarades Sissé Faradou et Balima Ama, morts dans des conditions non encore élucidées. Les prix du riz, de l'huile, du maïs, de la viande, des produits de grande consommation auxquels il faut ajouter maintenant les coûts des frais de scolarité. Tout aurait augmenté de manière vertigineuse selon la Ligue des consommateurs du Burkina Faso, une situation de vie chère dénoncée au cours d'une conférence de presse ce mardi. L'organisation pointe du doigt notamment l'inefficacité des mesures prises par le gouvernement pour atténuer le phénomène. Le compte rendu de Abdourazak Traoré. La ménagère continue de ruminer son impuissance face à la flambée généralisée des produits de grande consommation. Les rassurances du gouvernement 2 mois plus tôt n'ont rien servi. La Ligue des consommateurs du Burkina parle même d'échec avec des chiffres à l'appui. Le litre d'huile, qui coûtait en moyenne 850 francs en décembre 2020, s'achète aujourd'hui autour de 1300 francs CFA, soit une augmentation de près de 35%. Le sac de maïs de 100 kg ne s'obtient plus à 17 000 francs CFA, mais plutôt à 22 000 francs, soit une hausse de plus de 22%. Quant au riz, importé 25% brisure vendu il y a quelques mois à 10 000 francs, il est passé à 12 000, soit une hausse de près de 17%. Face à la situation, le gouvernement a entamé un processus de fixation du prix des céréales de production locale. Mais au résultat, l'idée est restée dans les intentions. Tout en saluant cette initiative à sa juste valeur, la LCB déplore les insuffisances suivantes. La mesure a été prise très tardivement, à un moment où il est difficile de trouver ces produits sur le marché.
la lenteur observée pour convoquer les acteurs qui fait qu'il a fallu un mois après pour avoir le communiqué du gouverneur. Dans certaines régions, tous les acteurs n'ont été impliqués. C'est le cas du Moun, du Kadiogo, où la LCB n'a pas été associée. Et comme si le sort s'acharnait sur les consommateurs burkinabés, en cette veille de la rentrée scolaire, c'est le coût de la scolarité qui est en hausse, s'indigne ce porte-parole des citoyens. Il pointe du doigt ce qu'il qualifie d'acharnement publicitaire avec des publicités mensongères sur des établissements d'enseignement. La mauvaise gestion des frais APE, la mauvaise qualité des manuels et fournitures scolaires sur le marché, entre autres. Face à tous ces manquements, la Ligue appelle l'exécutif à l'application des textes, mais aussi et surtout à mettre l'accent sur la production locale. Cette huile, si demain nous n'en disposons même pas sur le terrain et qu'on nous l'envoie, ça fait 10 000 francs les 5 litres, on n'a pas le choix. Il faut acheter. Aujourd'hui, on sait que le Burkina Faso, c'est un pays producteur, n'est-ce pas, un pays agricole. On peut mettre une alternative en utilisant plutôt le soja. On produit le soja sur les grandes quantités, superficies. On retire ce soja, on produit de l'huile. Le tourteau qui va en sortir permettra de nourrir les animaux. Si la charge pour la nourriture des animaux devient faible, il va de soi que la viande aussi le coût de la viande peut chuter. Tout en saluant les efforts du ministère de l'Éducation nationale sur la publication de la liste des établissements véreux, la Ligue appelle les parents d'élèves à maintenir la pression à travers la veille citoyenne et les dénonciations. Venons-en maintenant à cette évaluation du programme d'appui à la modernisation du système de l'état civil. Une étude qui a abouti au résultat selon lequel il y aurait une forme d'amélioration dans le processus d'enregistrement des naissances. Toutes les précisions, Abdou Aziz Saré. Permettre à chaque enfant né sur le territoire national de disposer d'un acte de naissance, c'est l'ambition du gouvernement burkinabé qui met en œuvre depuis 2018 le programme d'appui à la modernisation de l'état civil PAMEC. Ce programme, financé par l'UNICEF et l'Union européenne, a pour objectif de rendre plus performant le système d'enregistrement des faits d'actes civils. 3 ans après sa mise en œuvre, les acteurs dressent le bilan. Il est jugé satisfaisant au regard des acquis engrangés. Au niveau donc de la délivrance des copies intégrales, nous constatons que les centres d'état civil au niveau secondaire délivrent davantage les copies intégrales et nous pouvons saluer également l'accompagnement en termes donc, de dotation en matériel spécifique, dotation en termes de formation également. Au-delà des dotations en équipement, il y a la formation des acteurs de l'état civil et surtout l'adhésion de plus en plus accrue des populations à l'enregistrement des naissances. Satisfaction certes, mais des efforts restent encore à faire. Dans certaines régions, le PAMEC n'a pas atteint l'objectif souhaité. L'ISSP, l'Institut supérieur des sciences de la population qui a évalué les actions du programme sur le terrain, donne les raisons. Les raisons, c'est quoi? Déjà, vous voyez que bon, y a le problème d'insécurité, puisque pour l'enregistrement des naissances, il faut que les parents se déplacent pour aller dans le centre d'état civil. Donc, ils peuvent ne pas se déplacer. Il y a le problème et le problème aussi de dotation. Quand vous prenez pour le faire, il faut avoir du matériel qui fonctionne. Et il y a aussi la formation au niveau du personnel. Voilà. Donc, les acteurs ont pu identifier un certain nombre de raisons que je ne pourrais pas citer de manière exhaustive, mais qui normalement devraient concourir, si ces raisons-là ces problèmes étaient résolus, à permettre en tout cas de renforcer la performance du système d'état civil. Normalement, le programme d'appui à la modernisation de l'état civil PAMEC prend fin cette année. Mais il a été prolongé jusqu'en juin 2022 afin de lui permettre de réajuster ses interventions dans les zones où le niveau d'objectif souhaité n'a pas été atteint.
Il s'appelle le PRES, entendez par là le programme d'appui à la redevabilité sociale en faveur de l'accès aux services sociaux de base. Il a été mis en œuvre dans 35 communes, il a duré 3 ans, c'est maintenant l'heure du bilan. Quelles ont été les insuffisances du mécanisme? Quelles sont les choses à modifier? Élément de réponse à Abdelaziz Sarré. Création d'espaces de dialogue entre élus locaux OSC, mise en œuvre d'activités de veille et de contrôle citoyen. Ce sont là, entre autres, les réalisations du programme d'appui à la redevabilité sociale en faveur de 35 municipalités des Cascades, du Nord, du Centre-Sud, du Centre-Ouest et de la Boucle du Monde. Des réalisations qui ont permis de rendre plus systématiques les pratiques de contrôle citoyen et de redevabilité dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'eau potable dans ces communes. Toute chose qui a favorisé l'accès des citoyens aux services sociaux de base. Je voudrais dire toute notre satisfaction et toute notre reconnaissance à cette OSC qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans la réussite de nos objectifs qui sont essentiellement l'amélioration des conditions de vie des populations, animation démocratique au niveau de nos populations. Et à travers ce projet qui a couvert près de 35 communes, ça a été un début, c'était un essai et ça a été un succès. Nous avons tous bénéficié dans ce cadre de moyens d'accompagnement dans le cadre de redevabilité de ce que nous avons fait dans nos communes. Si le programme a favorisé l'accessibilité des populations aux services sociaux de base, il est à noter que sa mise en œuvre a permis également de relever certaines difficultés liées à la qualité des services offerts. Cette rencontre bilan est donc l'occasion pour les initiateurs du PRES de plaider auprès des autorités afin qu'elles renforcent la qualité des services fournis aux citoyens. Le plaidoyer de ces 2 jours va permettre de prendre en compte ces problématiques, mais aussi d'inciter l'État à accompagner beaucoup plus les collectivités en termes de transfert de ressources, parce que c'est là le nerf de la guerre. Voilà, la grosse difficulté réside dans ce que l'État a transféré beaucoup de blocs de compétences aux collectivités, mais les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces compétences ne sont pas toujours effectives. Donc le plaidoyer va aussi aborder cet aspect. D'un coût global d'environ 400 millions de francs CFA, le programme d'appui à la redevabilité sociale en faveur de l'accès aux services sociaux de base a été financé par l'UNICEF. Lancé en 2017, il prend fin cette année. L'autonomisation socio-économique des femmes, c'est l'une des missions, sinon la mission essentielle que s'est assignée l'organisme Empower. Au Burkina, c'est à travers le projet financier que Empower mène ses actions. L'exercice devrait permettre à plusieurs femmes entrepreneurs de nouer des contacts avec les structures de financement. Maxime Ilboudo, Benjamin Kwame nous en disent plus. Nous sommes à la première édition de Financel, la foire au financement des femmes entrepreneurs. Un espace d'échange qui offre l'opportunité aux femmes la possibilité de nouer des partenariats avec des structures financières et d'accroître la visibilité autour de leurs activités. Elle est initiée par Empower, un réseau international qui œuvre pour l'autonomisation socio-économique des femmes. Nous avons pour nos bénéficiaires spécifiquement prévu un instant B2B pour qu'au-delà des échanges sur les stands, elles aient 1 heure de temps personnalisé avec un partenaire pour échanger, présenter leur projet aux partenaires, parler de leurs difficultés, parler des freins qu'elles rencontrent, des défis qu'elles ont. Et ce partenaire-là sera à même de leur donner des éléments, de les orienter au mieux dans la finalisation de leur projet, dans le lancement, et leur diront également les points d'attention qu'elles doivent avoir en tant que femmes entrepreneurs si elles veulent que leur activité soit pérenne. Le projet entend booster le leadership féminin. L'idée ici est de leur permettre de développer des projets d'entreprise pérennes. Environ 350 participantes prennent part à cette foire au financement. Pour toucher plus de bénéficiaires, Empower prendra en compte des femmes entrepreneurs des villes de Léo, Réo, Bobo Dioulasso et Banfora.
Il y a beaucoup de structures, mais qui ne sont pas très connues, pourtant qui sont là pour accompagner l'entrepreneuriat, qui sont là pour accompagner l'autonomisation des femmes. Donc nous avons fait ce travail et invité ces structures qui ont accepté de se joindre à nous pour informer davantage les femmes et pourquoi pas leur donner la chance de bénéficier d'un financement au sein de leur structure à travers les conditions qu'elles mettent en place. Le ministère de la Femme encourage toute initiative entrant dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et le ministère de la Femme reste toujours disponible pour accompagner toutes ces initiatives-là pour une autonomisation réelle des femmes de notre pays. À ce jour, l'association a accompagné plusieurs femmes à travers ses programmes et leur a permis de créer des opportunités économiques, améliorer ainsi leur situation sociale. Plus de 45 millions de francs CFA, c'est la valeur du don que la fondation Ubifarm a fait au centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso. Un don de matériel médico-technique composé d'incubateurs, de couveuses pour prématurés, de climatiseurs ioniseurs, entre autres. Une manière pour cette fondation de participer à l'amélioration de l'offre de soins au Burkina Faso. Aïcha Toubligna, à Djidbakwa. La fondation Ubifarm vole au secours du centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso. Elle a remis au service néonatologie un lot de matériel médico-technique composé de couveuses pour prématurés, des climatiseurs, des incubateurs et bien d'autres, le taux d'une valeur de plus de 45 millions de francs CFA. Un don qui s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de la Fondation. Nous avons voulu que ces enfants puissent vivre. Parce que je disais tantôt, ces petits enfants que vous avez vus dans ces berceaux-là, dans ces couveuses-là, sont si minuscules. Est-ce que ce ne sont pas des êtres vivants? Ils ont aussi droit à la vie. Et c'est pour ça que nous sommes très fiers d'avoir vu ces couveuses avec les enfants dedans. Et nous sommes, avec les parents, très heureux parce que nous donnons de l'espoir aux parents et nous donnons la vie aux enfants. Selon les premiers responsables de l'hôpital, ce matériel va permettre d'accroître la capacité d'accueil de l'unité de néonatologie. Alors, si vous avez eu l'occasion de visiter tout à l'heure le service de néonatologie avec nous, vous avez compris tout à l'heure que, véritablement, comme on l'a dit dans nos allocutions, ce don arrive à point nommé, en appui à ce que déjà le gouvernement, l'État fait pour assurer justement le fonctionnement. Vous avez vu que nous avons, en plus de cela, on a eu une salle rénovée avec de nouvelles couveuses, au nombre de 5, avec tout ce qu'il y a comme accompagnement, accessoires médico-techniques qui vont assurément améliorer vraiment la prise en charge de ces prématurés. Et ça, ceci constitue vraiment un des points très importants, une action prioritaire pour l'hôpital actuellement. La fondation Ubifarm est créée depuis plus d'une trentaine d'années de la volonté de pharmaciens africains. Sa mission, assurer la disponibilité et la délivrance de médicaments pharmaceutiques. Un peu de sport pour terminer. Sport, football, éliminatoire du Mondial 2022. Les étalons du Burkina affrontent en double confrontation les 8 et 13 octobre prochain. Djibouti, les matchs se joueront à Marrakech, au Maroc. Eh bien, à quelques jours de l'échéance, l'entraîneur Kamou Malo a dévoilé ce matin la liste des 27 joueurs sélectionnés par grand changement. Sinon, certains qui perdent leur place pour indiscipline. Madizongo Benjamin Kwame. Le sélectionneur national était face aux médias ce mardi dans un hôtel de la place. Kamou Malo a révélé la liste des joueurs retenus pour la double confrontation sur la pelouse du grand stade de Marrakech au Maroc. Le technicien des étalons est resté sur la lancée avec très peu de changements. Seul le défenseur Mohamed Ouattara et l'attaquant Bourema Hassan Bandé. Bandé pèse son attitude jugée irrespectueuse après son remplacement au cours du même match. C'est ça, langue de bois. Et moi, je pense que la sélection nationale mérite beaucoup plus de respect. Aucun joueur ne se mettra au-dessus de cette équipe nationale. Et je pense que lorsque on effectue un changement et que vous n'êtes pas content, même en club, ce que vous n'acceptez pas faire, vous ne le faites pas en sélection. Voilà, donc pour moi, c'est simplement cette indiscipline que je sanctionne. Alors, vous dites simplement aux autres
que rien ne va passer, tel comportement ne saurait être toléré. Voilà, donc c'est la raison pure et simple pour laquelle, en tout cas, il n'a pas été appelé cette fois-ci. On note surtout le retour de Bertrand Traoré après la blessure qui l'a empêché d'être dans le groupe lors des 2 premières journées. Avec le jeune Gustavo Sangaré dans l'entrejeu, Malo pense que leur association est possible. La présence de Bertrand, en aucun cas, ne peut en tout cas empêcher Gustavo de s'exprimer, parce que tout est une question d'aménagement et puis en tout cas de distribution de rôle. Et je pense qu'à ce niveau, c'est des grands garçons. Je pense que leur association est possible, je pense. Pour cette double confrontation, l'objectif est clair, remporter les 6 points. Le plus important dans un match de football, c'est de gagner, surtout face à Djibouti. Si nous estimons que nous devons aller au Qatar, d'après certaines personnes, c'est vrai, il faut nécessairement, absolument, que nous engrangeons, en tout cas, les 6 points dans cette confrontation. En tout cas, c'est notre objectif, engranger les 6 points. Voilà. Maintenant, quant au sport, moi, en tout cas, me plaît à le dire, parce qu'un match de football n'est pas toujours pareil. Alors, si je peux gagner mes matchs, même si c'est 1-0, 2 fois, je mets la pression sur l'adversaire potentiel qui est l'Algérie. Pour moi, c'est du pain béni. En tout cas, ce qui est sûr, soyez sûr, nous partons pour chercher, en tout cas, les 6 points dans cette double confrontation. Les étalons seront face à la sélection djiboutienne les 8 et 11 octobre pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Et merci de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous demain à la même heure, 19h30. Au revoir. Bonsoir.